Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'addiction. Comment développer une addiction, les mécanismes cérébraux qui se mettent en place et comment nous passions du plaisir à la souffrance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyprien Guérin et je suis post-doctorant, chercheur dans le domaine des neurosciences, spécifiquement en addiction, dans le domaine de l'addiction. Comprendre comment quelque chose fonctionne nous permet justement d'avoir des clés et des outils pour en sortir. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer les symptômes de l'addiction, les différentes phases et tout ce qui se passe au niveau cérébral. Donc c'est parti. Je pense que la première chose à savoir, c'est de comprendre l'étymologie du mot addiction. Addiction, ça vient du latin, addicere, et ça veut dire qui est esclave de, qui est asservi par. Lorsque tu souffres d'une addiction, tu deviens esclave de cette addiction. D'où l'origine du mot. Et ce qui se passe, c'est que l'addiction devient le tyran et tu deviens esclave, tu dois obéir à cette addiction. Et tout ça, ça se passe au cours de différents processus cérébraux. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc les substances, on connaît toutes ces substances addictives. La cigarette, l'alcool, la nicotine avec la cigarette, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, etc. Et aussi au niveau comportement, donc on peut très bien être addict à son téléphone, on peut très bien développer des addictions aux jeux vidéo, et des addictions, on peut aussi avoir des addictions au sport, et il y a des addictions moins communes, comme par exemple, certaines personnes deviennent addictes à l'eau, qui se retrouvent à boire beaucoup trop d'eau, par exemple. Donc on peut se retrouver accro à beaucoup de choses. Une addiction, c'est environ 50% génétique. On peut expliquer le risque de développer une addiction entre 50 et 60% d'un côté génétique. Donc si tes parents avaient développé des addictions, il est plus probable que tu en développes aussi. Et il y a aussi... Donc c'est vraiment une maladie mentale, donc il y a vraiment des changements cérébraux qui se passent dans le cerveau. Et l'addiction, c'est aussi un lien avec tout ce qui est social, donc ton environnement social. Il y a aussi des facteurs, comme je l'ai dit, génétiques et des facteurs environnementaux et comportementaux. Et en fait, c'est un mélange de tout cela. Donc c'est pas juste un manque de volonté ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des symptômes cliniques et des changements cérébraux qui se passent, qui fait que tu deviens justement vraiment esclave de cette addiction. Au début, tu prends la drogue par plaisir. Donc tu prends par exemple une drogue, par exemple, tu as du plaisir à la prendre et tu vas lentement mais sûrement développer l'habitude de prendre la drogue. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un besoin compulsif de prendre cette drogue. Même si tu sais que prendre cette drogue ou avoir ce comportement, faire cette addiction, est mauvais pour tes objectifs à long terme. Tu te retrouves à chercher la drogue sans même t'en rendre compte. Et lentement mais sûrement, tu vas switcher de « je prends la drogue parce que je me sens pas bien lorsque je l'ai pas ». Et il y a seulement environ 15% des gens qui vont avoir ce switch. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces personnes et pourquoi deviennent-ils esclaves de ce tyran? Donc il y a 3 grandes phases, on pourrait dire. La première phase, c'est la phase récréative, la phase dans laquelle on prend du plaisir et dans laquelle la drogue devient, la prise de drogue ou ce comportement devient habituel. Puis là, il y a la deuxième phase, c'est la phase dans laquelle, dès que nous n'avons pas cette drogue, ce comportement, nos émotions négatives deviennent plus fortes et on ne se sent pas très bien. Et enfin, il y a la troisième phase, c'est la phase de recherche. On se retrouve à devoir chercher cette drogue. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe pendant les 3 phases. Pendant la première phase, c'est la phase au début récréative. Donc en fait, tu prends du plaisir à prendre cette drogue et tu te sens bien. Peut-être que ça t'aide à ne plus te sentir mal par rapport à certaines situations, ou peut-être que tu prends vraiment juste du plaisir. Et ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là, tu as sûrement entendu parler de dopamine. Et ce qui se passe, c'est que ton VTA, qui est dans ton midbrain, donc c'est une structure assez ancestrale de ton cerveau, qui va sécréter à ton striatum ventral, il va sécréter de la dopamine. Et ce striatum ventral, c'est ce qui est très impliqué dans le système de la récompense. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire donner un sentiment de plaisir au fait d'avoir pris cette drogue. Donc tu vas prendre du plaisir
lorsque tu prends cette drogue. Et plus tu vas le faire, plus ton corps va apprendre que cette drogue te fournit du plaisir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas vraiment intégrer en toi que prendre cette drogue, c'est du plaisir. Qu'avoir ce comportement, ça produit du plaisir. Et ce qui se passe, du coup, c'est que tu vas sécréter moins en moins de dopamine lorsque tu vas prendre cette drogue. Donc, d'un côté, t'en faudra de plus en plus. Et d'un autre côté, prendre cette drogue devient une part de toi. Donc, le tyran grandit en toi. Tu vas comprendre à la fin pourquoi le mot tyran prend du sens. Parce que... Et ce qui se passe dans le même temps, c'est que donc du coup, tu as la partie du striatum ventral, qui est la partie de la récompense, mais tu as aussi le striatum dorsal, qui lui, c'est tout ce qui est habituel, réflexif. Donc, c'est toutes tes habitudes. Et ce qui se passe, c'est que le striatum dorsal va devenir de plus en plus actif, pendant que le ventral devient de moins en moins actif. Du coup, ce qui veut dire que, c'est que prendre cette drogue devient une habitude. Qu'est-ce qui définit une habitude? C'est que c'est réflexif. Si c'est réflexif, ça veut dire que tu l'apprends sans t'en rendre compte. Que tu fais cette habitude sans t'en rendre compte. Donc, tu prends cette drogue sans t'en rendre compte. Tu fais ce comportement sans t'en rendre compte. Par exemple, si tu as l'habitude de te ronger les ongles, et que tu fais ça depuis ta plus jeune enfance, tu as les mains près de ta bouche et tu te retrouves à les ronger sans même t'en rendre compte. Si tu as l'habitude de scroller sur ton téléphone, ou de le sortir à chaque fois, c'est vraiment très réflexif. On sort d'une salle de cours, on sort notre téléphone. On est assis quelque part, on sort notre téléphone. C'est très réflexif, c'est une habitude qui est très bien développée. Et c'est ce qui se passe lorsque tu commences à devenir addict à quelque chose, c'est que tu commences à avoir cette chose qui est habituelle. Ce qui est intéressant, c'est que le striatum dorsal, il est très important dans tout ce qui est tâche bracketing. En fait, il va s'activer lorsque tu commences une tâche, et il va s'activer de nouveau lorsque tu complètes la tâche. Et tant qu'il t'a pas complété la tâche, il va rester actif. Il va vouloir te faire avoir le comportement jusqu'à la fin de complétion de tâche. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est que, dans le même temps, ton striatum ventral est moins actif, donc ton système de récompense n'est plus autant actif qu'il ne l'était pour prendre la drogue, pour faire cette chose dont tu es addict. Mais dans le même temps, tous les stimuli environnants, donc ça peut être les personnes avec qui tu es, ça peut être ton état émotionnel, être triste, être de bonne humeur, avoir envie de rigoler, peu importe l'état émotionnel, être bouleversé, être anxieux, le contexte dans lequel tu es, l'endroit dans lequel tu te trouves, voir par exemple juste une certaine table, voir un certain objet, tous les stimuli que tu as lorsque tu prends la drogue, ils vont être associés à cette prise de drogue. Et du coup, tu vas développer dans ton esprit une sorte de schéma qui, par exemple, est « je me sens triste, donc j'ai envie de prendre ma drogue ». Et du coup, tu te retrouves à chercher cette drogue automatiquement. Parce qu'en fait, dès que tu vas voir un de ces stimulus, tu vas voir, par exemple, une plante, ou tu vas être avec les amis avec lesquels tu prends de la drogue, par exemple, ou tu vas être tout seul chez toi, tu vas être triste, et du coup, peut-être que c'est à ce moment-là que tu as bu de l'alcool plusieurs fois. Et tous ces schémas-là, ton état émotionnel et ces stimulus que tu es habitué à avoir, eh bien, ils vont entraîner une sécrétion de dopamine. Et la sécrétion de dopamine, ça va entraîner une recherche, un comportement de recherche de la drogue. Donc tu te retrouves, donc tu ne manques pas de motivation lorsque tu es addict. Tu es super motivé, mais pour un seul but. Et du coup, ton corps va sécréter de la dopamine. Parce que tu es en phase de recherche, tu as un besoin qui est justement de fermer. Comme je te parlais, tu as le striatum dorsal qui va s'activer au même moment que que tu vois un stimulus. Donc tu vois par exemple cette commode, tu es triste par exemple, et à ce moment-là, le striatum dorsal va activer la parenthèse. Et tu vas avoir de la sécrétion de dopamine qui va te motiver et tu vas te faire entrer en mouvement. Parce que la dopamine, c'est du mouvement. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas entrer en mouvement et tu vas commencer à rechercher la drogue, le comportement pour lequel tu es habitué à faire. Puis tu vas le faire et là, ton secrétaire va pouvoir fermer la boucle. Et c'est pour cela que tu te retrouves à avoir ces comportements habituels et réflexifs lorsque tu prends cette drogue. Qui est que
tu te retrouves à prendre cette drogue sans même t'en rendre compte parce que tu vois un stimulus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont addictes au porno, par exemple. Parce qu'ils ont tellement associé le fait de regarder du porno à... En général, tu as commencé à regarder du porno, et après, par exemple, tu auras beaucoup... Dès que tu verras une photo d'une femme, par exemple, en maillot de bain, ou qui se dévoile beaucoup ses parties sur Instagram, ou peu importe, ton cerveau, striatum dorsal, va ouvrir la parenthèse. Il va tout de suite faire l'association, il faut regarder du porno. Et tant que tu n'as pas complété ça, la parenthèse reste ouverte. Et donc, c'est très compliqué d'aller mieux. Et justement, de ne pas se retrouver à rechercher le comportement. Il faut être conscient de ce comportement, que tout de suite c'est instinctif. Et c'est là que le piège de l'addiction est puissant, c'est que tu te retrouves à faire ce comportement sans même t'en rendre compte. Et du coup, tu dois compléter la tâche. Donc ça, c'est la première phase, qui implique beaucoup, justement, le striatum. La deuxième phase, c'est la phase withdrawal, c'est la phase de retrait, la phase de sevrage, la phase dans laquelle tu n'as pas la drogue. Donc comment tu te sens lorsque tu n'as pas la drogue? C'est là que le tyran, que l'addiction est puissante, parce que elle va jouer sur tes états émotionnels. Et pendant que tu n'as pas cette drogue, tu vas te sentir plus ou moins l'opposé de ce que tu te sens lorsque tu prends ta drogue. Donc si tu es très joyeux lorsque tu prends la drogue, tu ne sens plus certaines douleurs, et bien lorsque tu n'auras pas cette drogue, tu vas ressentir ces douleurs. Tu auras cette anxiété, tu auras ces symptômes. Manque de motivation pour tout ce qui est récompense naturelle. Et c'est pour ça que tu es surmotivé pour aller justement avoir ta récompense qui est la drogue ou l'addiction. Tu deviens très irritable, douleur émotionnelle, malaise, dysphoria, stress, anxiété, locomotion réduite. Et ce qui se passe, c'est que donc, en gros, tu es en un état émotionnel très négatif. Donc d'un côté, c'est dû au fait que tu as ton système de récompense qui a une activité réduite. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le même temps, ton amygdale, qui est la structure qui va te faire sentir des émotions négatives, on va dire, elle devient hyperactive, donc elle devient de plus en plus active. Et ton axe de stress devient plus actif, donc tu vas sécréter beaucoup de corticotropin releasing factor, CRF, qui lui va, en gros, il va rendre ton cerveau plus ou moins anxieux, stressé, et tu vas te sentir, tu vas avoir un sentiment de malaise général dû à ton système de stress. Donc tu as aussi dynorphine qui est activé, ton CRF, ton axe de stress, ACTH. Donc en fait, en gros, le tyran, c'est là qu'il est puissant, c'est que d'un côté, tu ressens plus de plaisir de toutes les choses que tu fais, et tu ne ressens du plaisir que lorsque tu fais justement cette tâche, cette habitude que tu as développée, qui est vraiment ancrée en toi. Mais d'un autre côté, il te fait sentir très mal lorsque tu ne fais pas cette action. En fait, il te fait vouloir fuir cet état émotionnel négatif, qui pour certaines personnes, lorsque tu es en bonne santé, peut être utilisé comme une force pour te pousser à avoir un certain comportement. Et bien là, il te pousse à avoir un certain comportement qui est de rechercher cette drogue, cette addiction, pour pouvoir la prendre et pour pouvoir justement te ressentir mieux encore une fois. C'est vrai que le tyran est puissant, c'est parce qu'il va te faire sentir tellement mal qu'il va te motiver à agir pour obtenir ta récompense. Et dans le même temps, tous tes systèmes anti-stress, peptide Y, et tout ce qui t'aide à réduire le stress vont être down-regulated, ils vont être réduits. Et le problème de ça, c'est que du coup, le stress augmente et tu ne le réduis pas. Et c'est pour ça que cette phase est souvent associée avec un état émotionnel négatif, c'est que ton système du stress est juste très actif et tu as un sentiment de malaise général. La troisième phase est la phase de craving, de préoccupation, de besoin de prendre la drogue. Et elle est caractérisée principalement par l'individu est surmené par justement l'habitude et il se retrouve à chercher la drogue de façon habituelle. Et dans le même temps, il se retrouve dans un état émotionnel tellement négatif et il ne prend plus aucun plaisir de rien du tout. Du coup, il se retrouve à avoir justement le tyran. C'est là qu'il est très puissant, c'est qu'un côté, il te fait sentir très mal et de l'autre côté, il t'empêche d'avoir du plaisir d'autre chose.
et il te dit prends ça, c'est la seule chose qui peut te faire donner du plaisir. Et le gros problème dans cette troisième phase, c'est que le chef d'orchestre de ton cerveau, le cortex préfrontal, ne répond plus comme il devrait le faire. Donc, je vais essayer d'être clair parce que j'ai l'impression que la littérature scientifique n'est pas encore vraiment claire là-dessus. Ou j'aimerais bien que quelqu'un m'explique plus ou moins comment ça fonctionne. Mais ce que j'ai compris, c'est que le, le préfrontal cortex médial, le median préfrontal cortex, cette partie-là est vachement impliquée dans tout ce qui est décision. Donc elle prend les décisions. Et ce qui se retrouve pendant les addictions, c'est que, eh bien, son activité est réduite. Donc tu ne peux plus vraiment prendre de décision. Le striatum n'obéit plus. Et du coup, tu te retrouves en mode habituel et en mode animal, parce que tu as ton amygdale qui est très active et ton striatum qui te contrôle. En fait, tu es contrôlé vraiment par le tyran. Donc tu as ton cortex frontal qui n'obéit plus. Mais dans le même temps, et c'est là que j'ai du mal à comprendre, c'est que il y a aussi le cortex orbiton-frontal, qui, avec l'insula, le cortex insulaire, ils ont comme objectif, comme mission de mesurer ton état émotionnel, ton état interne, pour mesurer ton niveau d'énergie, pour savoir comment tu dois agir, et pour savoir si tu as assez d'énergie pour suivre une certaine action. Et ce qui est un peu paradoxal dans la littérature, c'est que d'un côté, il y a des personnes qui vont... En gros, ce que les gens vont dire, c'est que ce cortex est altéré. Mais d'un côté, certaines personnes vont te dire que son niveau d'énergie est augmenté, qu'il est plus actif. En fait, ce cortex, il va contrôler aussi le comportement avec un objectif. Donc en fait, il va être plus actif et il va mesurer ton niveau interne et il va te dire qu'en fait, ton niveau interne est bon et il va te faire poursuivre un comportement. Et dans ce cas-là, il va t'aider à poursuivre le comportement de prendre de la drogue car il va croire et il va penser que prendre cette drogue est quelque chose de positif pour toi. Et du coup, il va vouloir que tu prennes cette drogue. Il va te pousser à justement prendre cette drogue. Il va te dire, ah, mais c'est très bien, fais cela. Motivation, on a les niveaux internes nécessaires, allons-y, sécrétion de dopamine, sécrétion d'énergie, allons faire ce comportement. Mais d'un autre côté, d'autres recherches montrent qu'il est moins actif. Et que justement, comme il est moins actif, le striatum, qui est tout ce qui est habitude, prendrait l'ascendant et contrôlerait le cerveau. Donc je suis encore en train de dire dessus et j'ai essayé de comprendre vraiment comment ça fonctionne pour pouvoir vraiment vous partager exactement ce qui se passe. Et je pense qu'en fait, peut-être c'est juste la littérature qui n'est juste pas encore claire et qu'il y a encore de la recherche qui doit être faite à ce sujet. Mais dans tous les cas, je vais discuter avec des personnes qui travaillent justement sur ce sujet et qui travaillent dedans depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je pense que j'arriverai bien à trouver une réponse à cette question. Le truc, c'est qu'en fait, lorsqu'on prend de la drogue, ou qu'on a un certain comportement addictif, on n'a pas toujours les mêmes conclusions sur ce comportement. Certaines personnes vont rapidement se rendre compte que c'est mauvais. Et certaines personnes ne vont pas s'en rendre compte immédiatement, ne vont pas se rendre compte des conséquences négatives de la drogue immédiatement. Ils vont se dire que c'est bon parce qu'ils se sentent mieux quand ils la prennent. Et du coup, c'est peut-être pour ça que le cortex orbitofrontal s'active, parce que tu penses qu'en fait c'est bien ce que tu fais. Tu penses que c'est positif, tu prends ton cannabis et tu te retrouves à dormir 15 heures par jour parce que ça te fatigue, mais en même temps tu souffres plus. Donc peut-être c'est ce qu'il y a de mieux, tu ne souffres plus. Et peut-être c'est juste une différence d'apprentissage parce que on n'apprend pas tous des leçons de la vie de la même façon. On a tous entendu les histoires de jumeaux qui se retrouvent radicalement différents parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes conclusions. Malgré qu'ils aient eu la même enfance, ils n'ont pas eu les mêmes conclusions sur leur enfance. Donc peut-être que c'est quelque chose comme ça qui se passe, c'est que tu as un comportement et tu fais pas ce que la majorité des gens considéraient comme la bonne décision et tu conclus que prendre cette drogue est positif parce que ça t'aide à aller mieux. Et du coup, c'est pour ça que ton cortex orbitofrontal, il va te pousser à avoir ce comportement parce qu'il va te dire que c'est positif. Donc voilà, c'était une revue assez générale de ce qui se passe dans le cerveau lorsque tu développes une addiction. Dans le futur, je vais parler des méthodes, comment justement sortir d'une addiction, comment faire pour regagner le contrôle sur ce tyran, comment justement passer de esclave à maître et reprendre le contrôle de son cerveau. Donc si cette vidéo t'a intéressé, bien abonne-toi pour être sûr de ne pas louper les prochaines, parce que je vais faire plusieurs séries justement sur l'addiction. Et
partage-la si tu connais des personnes qui ont toujours voulu comprendre comment ça fonctionne. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.